C'est comme pour un certain nombre, par certaines lectures. Oui. Maintenant, après, chacun jugera, enfin, interprétera éventuellement si ce sont les meilleurs ou pas les meilleurs, mais moi je pense qu'on part du principe que le hasard n'existant pas. J'ai commencé par un livre de Catherine Aubier, L'astrologie en 20 leçons. Ah oui, je vois. Oui. Chez Grancher. Qui c'est Bon. Ouais. Ah oui, on a bien connu Catherine. À partir de là, ça donne une base assez chacun intéressante, qui est très technique, hein, mais qui au moins permet de bien comprendre un petit peu Mais j'ai pas compris pourquoi. Vous nous avez dit à un moment donné, j'ai pensé que l'astrologie devait faire partie de mon clavier. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir intégrer l'astrologie sur le plan de vos activités? J'ai pas trop compris. C'est parce que, en fait, à un moment, j'ai fait faire mon thème. Ah d'accord. Hein, et puis, j'en ai été surpris. Et c'est ce qui a été un peu le déclencheur de cette recherche après, d'en savoir un peu plus. Ouais, c'est ça. Hein, tout simplement. Il y a beaucoup de monde comme ça. Hein. C'est pas forcément les bonnes chemins, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui. Bernard Hazardi, c'est ça. Hein. Alors donc je continue mon interview. Donc finalement, qu'est-ce que vous pensez que vous avez terminé votre formation pour devenir vous êtes préparé à pouvoir donner des consultations d'astrologie finalement au bout de 3 ans. Ça c'était un début. Hein. J'ai étudié aussi c'est Dorothée Coquelin de Vision. Oui, tout à fait. Hein, qui a fait un ouvrage qui a un travail aussi intéressant sur l'astrologie karmique. Oui. Que Jean-Pierre Nicolas appelle l'astrologie tragique-karmique. Bon, et puis, disons que c'est pas le mot militaire qui est approprié, mais j'ai participé à des travaux dans les milieux néo-druidiques, où j'ai découvert notamment les travaux de Paul Bouchet. Ah oui, de Brest? Non, c'est pas de... Oui. Notamment, il était rattaché à l'Atlantis, etc. Il a fait énormément de travaux, de conférences sur cette zone-là. Et c'est tout ça qui m'a donné, je dirais, une certaine compréhension de l'astrologie. Et où j'ai découvert, et là, grâce aussi à un ouvrage de, alors, je ne sais pas si c'est Jean Daniel ou Daniel Fermier. Jean-Daniel Fermier. Jean Daniel, hein, c'est ça, Fermier, qui parle d'astronumérologie. Et donc, pratiquant la numérologie, j'ai fait ce lien Ah oui, d'accord. avec l'astrologie. Je me suis dit, la numérologie peut m'handicaper à certains moments dans la compréhension, effectivement, et c'est pour ça que j'allie les deux. C'est le côté psycho, d'un compte. Pour voir pratiquement comment vous faites. Oui, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de méthodes. Ouais. Là, c'est quoi Oui, chacun s'envole, dans le pays électif ou pas, où la ville en est. Quel âge? Les frontières se sont élargies. Quelqu'un 33 ans, 31 ans, 29 ans à 26 ans. Oui, de l'eau. Non. Pourquoi tu es allé voir, non? Non, mais j'en ai. J'ai 50 ans. Il y a une chose qui me paraît aussi importante, c'est que Ici en face ou j'ai regardé l'astrologie indienne. C'est quoi ça? les messieurs étaient encore forcément, oui. déjà. Non, mais bon. Et pourtant, je regarde dans lequel il n'y a pas beaucoup d'eau. Moi, je pense que s'il y a une vérité, elle a été distribuée Oh putain. par petits bouts. J'espère pas, parce que moi, l'autre fois, ça m'a. Et c'est en Bah, ça aurait essayant de tombé, hein. réunir tout cela J'ai que l'on arrive à une cohérence. Oui, voilà. J'ai préparé avant qu'ils arrivent, parce que le temps qu'ils Voilà, arrivent, exactement. C'est ça. c'était une cave voisine. C'était bien dans la colonne. Il faut trouver sa cohérence, quoi. C'est ça, ça s'appelle Si jamais tu veux ressentir et dire un petit bonjour. il y a des choses aussi pour les ressentir. Alors vous pensez comment, vous avez dit, vous avez plusieurs casquettes, comment est-ce que ça va se passer quand quelqu'un vient vous voir? Il viendra vous voir pour l'une de ces casquettes ou vous allez passer de l'une à l'autre? Comment ça va se passer? À chaque fois, pour moi, c'est une clé d'entrée. C'est les options qui d'ailleurs sur les donc là, pareil, on va faire une consultation optionnelle. D'ailleurs, on a la personne, après hop, je le mets par là, hop, je le mets par là, hop, hop, palliatif, hop, normatif, hop, ceci. Qu'est-ce qui fait qu'il est venu me voir? Qu'est-ce qui fait qu'il est venu me voir plutôt que tel autre? Qu'est-ce qu'il a ressenti?
dans le fait de dire je vais vers tel ou tel. Et ça, il vous le dit. Et maintenant, il faut le faire parler. C'est ça. Parce que bon, moi je pars d'un postulat qui n'en est pas forcément simple, que si on a 2 yeux, 2 oreilles et 2 narines, c'est qu'on doit observer, écouter et sentir 2 fois plus que l'on parle. Donc je suis d'abord dans l'écoute dite attentive. C'est formidable, oui, c'est sûr, bien sûr. C'est comme ça qu'on arrive à des bons résultats. Hein. Oui. Parce que pour moi, même dans l'odeur, il y a des choses qui passent. Votre méditation, marche, etc. Ouvrir, quoi. Et là, le lieu électif, c'est le Mont-Saint-Michel. Alors avec une virée triangulaire dont l'un des pôles est le Mont Dol. C'est le Mont Dol sociable du Mont-Saint-Michel. Et puis l'autre, c'est le mont. Tomblaine, oui, les triangles. Des rapports écrits que je laisse à la personne, parce que je ne veux pas la rendre dépendante. Et après, bon, si au bout d'un moment elle a besoin de discuter, de redialoguer, parce qu'une interprétation qui paraissait évidente à la fin du premier contact et à la fin du premier document devient réussie et nécessaire, donc on refait à ce moment-là. Mais le but pour moi, c'est de la rendre indépendante. Sur une année entière. Apparemment, ça colle. Moi, je passe beaucoup plus de temps, je passe entre 1h30 et 2 heures. Ah oui, c'est vrai que c'est long. C'est vrai qu'on est consciencieux. Parce que 1 heure, c'est trop court. C'est trop court, on n'a pas le temps. Non, mais je suis d'accord, moi aussi, c'était toujours un petit peu long. Le soleil se lève et se couche dans l'axe mondial. Vous avez remis le cahier. Oui. On a trouvé un cahier, on ne sait pas qui c'est. C'est le premier édifice de Oui, Mont-Saint-Michel. on sait pas, on n'a pas identifié, on a préféré vous le laisser. L'édifice qui est par-dessus, mais qui a la même orientation, est orienté vers J'aurais voulu, excusez-moi de vous interrompre, Christophe de Seine, j'aurais voulu pour les besoins de Téléprovidence avoir quelques minutes d'entretien entre vous et Monsieur Griveaux concernant Brocéliande. Oui, bien volontiers. Donc vous pouvez vous rapprocher. Donc vous avez parlé entre vous, mais alors finalement, donc on a affaire à, donc je résume parce qu'on a déjà eu on a déjà toute une télévision là-dessus, donc on va faire un petit supplément. Donc là, Christophe de Seine de Combourg rencontre Alain Griveaux de Paimpont, qui se disputent tous les deux lieux qui se disputent tous les deux la forêt de Brocéliande en quelque sorte. Non, justement. Alors, nous, on ne se dispute pas. On ne se dispute pas. Non, les lieux. Enfin, les lieux se disputent. Oui. L'appartenance. Alors, les lieux historiques peut-être se disputent. Et encore. Vous pensez que vous m'avez dit que vous étiez assez sceptique sur toute cette histoire en général, ou même que le concept même de forêt de Brocéliande est un peu mythique. Disons qu'il y a 2 approches. Il y a une approche dite historique. Il y a une approche dite plutôt symbolique. Maintenant, quelle est la part de l'historique dans le symbolique? Quelle est la part du symbolique dans l'historique? Et c'est dans cela, je pense qu'il y a des différentes interprétations qui font croire que l'aspect historique serait exclusivement à Paimpont-Bourg et ce qui reste de la forêt autour de Paimpont. Oui, ce qui ne tient pas. Bon, voilà. Maintenant, il faut se rendre aussi à l'évidence qu'il y a plusieurs siècles, la forêt de Paimpont n'était pas exclusivement les 8000 hectares qu'elle est aujourd'hui dans la commune de Paimpont, et qu'elle était beaucoup plus vaste sur le territoire breton. Et c'est là que nous nous rejoignons en fait, puisqu'elle allait jusqu'au Mont Saint-Michel. Oui, en fait, ces lieux ne sont pas si éloignés. Moi, je me rends pas compte. Je vais le raccourcir. Mais c'est vrai que là où il n'y a pas lieu, il n'y a pas eu de bagarre. C'est vrai que Chateaubriand écrit qu'il écrit texto. Je considère que je tiens Brocéliande pour Belcherel, près de Combourg. Et à l'époque, il y avait une forêt qui s'étendait, bien sûr de la forêt de Paimpont actuelle, à Fougères, jusqu'à Saint-Malo, jusqu'à Alette, la cité d'Alette, donc Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel. Et en réalité, il faut savoir que les romans de la Table Ronde s'écrivent au XIIe et XIIIe siècle, que le premier qui les écrit, c'est un Daulois, de la région Combourgdonne quand même, du nom de Geoffrey de Monmouth, Daulois d'origine, puisqu'il avait reçu un fief à Monmouth, sa famille accompagné Guillaume le Conquérant, avait reçu ce fief de Monmouth en dot. Et voilà, il est très probable que, d'abord, la forêt de Brocéliande est bien sûr un mythe littéraire avant tout, donc on peut la situer, après tout, où on veut, dans l'imaginaire. C'est une évidence. Mais si on pense, comme beaucoup d'universitaires le pensent, que la forêt de Brocéliande
a été décrite en fait dans l'imaginaire des romans de la table ronde en tenant compte de contes et légendes de lieux particuliers, comme le Mont Douloureux par exemple de la tradition du Graal. Ça ne peut être que le Mont Dol historiquement, si ce lieu existe, tout concorde, et la colonne, etc. Donc il y a des études qui montrent que effectivement la forêt de Brocéliande, pour le moins, était beaucoup plus importante que la forêt dite actuelle de Brocéliande et de Pimpon, et c'est quelques 8000 hectares. Il reste autour de Combourg 5000 hectares de bois et forêt encore intacts, et très probablement au XIIe et XIIIe siècle on avait une grande forêt qui s'étendait jusqu'à la mer, c'est ce que disent les textes d'ailleurs. La forêt de Bréchélien est une forêt qui communique de manière incessante avec la Grande-Bretagne. La Petite-Bretagne et la Grande-Bretagne communiquent par la mer. La forêt de Brocéliande est dite aux marges de Bretagne, c'est-à-dire à la frontière entre la Bretagne et la France, à l'est, et au bord de la mer. Donc on est dans un contexte où effectivement, je veux bien tout à fait admettre que Pimpon soit les restes de la forêt de Bréchélien, mais qui s'étendait jusqu'au Mont-Saint-Michel, c'est absolument certain. De toute façon, au XIIe siècle, dans le texte de Geoffrey de Monmouth, le seul lieu qui soit nommément cité, c'est le Mont-Saint-Michel. Donc voilà. Et avec des gens qui habitaient la région de Dole. Donc là-dessus, il n'y a même pas à discuter en fait sur le plan strictement historique. Maintenant, libre à chacun de situer les événements. Le rayon, etc. Oui, voilà, et puis de dire que du coup, de toute façon, on a affaire à un mythe littéraire. Fabriqué toute pièce à la cour d'Henri II Plantagenet, qui rêvait de conquérir la Petite-Bretagne, donc pour des raisons politiques, tout simplement. Aussi. Mais est-ce que vous envisagez, est-ce que vous rêvez de trouver une sorte de consensus, justement, donc, puisque pendant notre colloque on a parlé de consensus, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à un consensus non, bien sûr que non. entre ces différentes... Bien sûr que non. Les intérêts économiques, l'inertie aidant, touristique et autres, font que ça ne se fera pas avant une centaine d'années. Voilà. En revanche, il y a des choses extrêmement intéressantes. En épluchant ce dossier, j'ai mis ces informations sur le web. Et j'ai notamment mis des informations importantes sur la symbolique alchimique de la cathédrale de Dol de Bretagne. Et du coup, j'ai été contacté par des gens qui avaient été des proches de Eugène Consolier, qui était le disciple de Fulcanelli, et qui m'ont donné une tonne de renseignements qui vont me permettre de faire un livre apparaître l'année prochaine, sur un thème qui est assez fabuleux, sur la plantation alchimique que Fulcanelli avait consacré la cathédrale de Dol comme étant la cathédrale du Graal. Et ce sera le titre du livre, c'est une première, Jacques, ce sera Brocéliande et la cathédrale du Graal. D'accord. Et ça parlera beaucoup d'alchimie, et il y a notamment des révélations sur un calendrier cyclique que j'évoquais tout à l'heure de 600 ans. 4 fois 600 ans, qui concerne le devenir de l'humanité, étayé par des renseignements précis. Alors, monsieur Griveau, sans vouloir déflorer votre... vous nous avez dit que vous aviez été initié quand même à certaines choses. Est-ce qu'au niveau astrologique, il y a des clés intéressantes que vous avez pu recevoir et qui nous manqueraient et que vous pourriez nous révéler? Alors, je pense... Ou des pistes, en tout cas. Je pense, sans être prétentieux, qu'il peut y avoir des pistes. Notamment dans les milieux dits Rose-Croix, dans les milieux dits maçonniques, dans les milieux dits druidiques. Parce que certains ouvrages écrits quand même par des éminents chercheurs, enseignants-chercheurs et autres, et praticiens, existent, mais ne sont pas effectivement vulgarisés. Maintenant, il est sûr qu'en 5 minutes, c'est difficile. Non, mais allez-y, moi j'ai du temps, j'ai du temps. Moi j'ai pas forcément trop de temps, c'est déjà 18h passées. Bon, mais enfin. Il y a aussi une période, si vous voulez, où il y a eu la période du secret, il y a eu la période du discret, mais aujourd'hui c'est la période de. Voilà. L'ouverture. Exactement. Donc plus rien n'est caché, plus rien ne peut être caché. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier, vous, de cette piste, de ce champ d'inspiration qui pourrait être. Cette tradition qui pourrait être véhiculée et préservée dans certaines filiations? Là, je vois pas trop le sens de la question. Je sais pas, par exemple, les Rosicruciens, je sais pas, est-ce qu'ils véhiculent les maçons? Est-ce que tous ces gens-là, moi, je pense, je dirais très rapidement que ce sont à l'origine, toutes ces choses-là ont été vues par une personne ou un petit groupe de personnes. Et après, ils ont perpétué ce que un ou plusieurs ont vu, et puis voilà. Et malheureusement, il y a peut-être certaines vérités qui circulent, mais elles sont souvent maintenant bien obscurcies, quoi. Donc je pense qu'il faut, je dirais, redécouvrir les choses. Et il
faut redécouvrir les choses actuelles pour l'époque actuelle, quoi. Parce que le problème, c'est que c'est tombé dans l'obscurité, tout ça, quoi. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont voulu dire. Il y a bien des choses qui ont été dites, qui sont vraies, il faut savoir entre les lignes. Et maintenant, je suis sûr que, il y a certains grands sages réécriraient entièrement l'histoire des choses, et que maintenant, on ne peut plus se contenter du passé. Le passé tourne la page, quoi. Donc, on peut quand même s'inspirer de certains vieux textes, mais c'est difficile, je pense, de retrouver la vraie source. La vraie source. Oui, de relire entre les lignes. Bon, mais on reste tributaire de ce qu'un tel a vu, de ce qu'un tel a dit, et c'est encore quelque chose de relatif par rapport à ce qui est réellement. Hein. Et c'est vrai dans toutes les disciplines. Ben oui, dans toutes les disciplines. Je suis quand même en mesure de révéler que le texte de Finis Gloria Mundi de Phil Canelli avait été volontairement par l'auteur scellé jusqu'en 2009. Oui. Voilà, donc bon. Donc, ça fait partie tout simplement de son calendrier. De son calendrier qui est d'origine astrologique. Il y a des choses qu'on pouvait dire, d'autres qu'on ne pouvait pas dire à l'époque. Il fallait occulter ou symboliser. Par contre, c'est de pouvoir avoir ces écrits et de pouvoir les étudier. Voilà. Et voir effectivement, de faire la part des choses. Voilà. C'est ça qui est important. Mais si on d'évaluer leur authenticité, c'est déjà un premier boulot. Ce que je sais, c'est qu'il y a une symbolique dans le réveil en 2009 du Capricorne, dans son calendrier astrologique. Il y a l'apport des dieux, en fait, tel qu'on en entend beaucoup parler. L'ascendant galactique n'est pas loin, quelques degrés. 8 degrés, j'ai regardé quand même. 4 degrés. 26 degrés, on est à 26 maintenant. Oui, 26, 27. 4 degrés en longitude écliptique, absolument. 3,5. 3,5, ça fait quand même 70 ans multiplié par 3. Et 2 siècles. Et puis il est bas quand même sur l'horizon, le sang galactique. Oui. Donc j'ai fait des schémas précis sur un logiciel d'astronomie. Et il y a. Bon. Mais 3,5 c'est beaucoup. Ça correspond au prochain cycle Uranus-Neptune, qui va commencer dans le signe écliptique du Verseau. Intéressant comme coïncidence. Alors que l'ascendant galactique sera au destin du monde. Curieux. Pour l'instant, environ 2200. Là, on est juste à 30, on est à peu près à 30 degrés du cycle. C'est normal qu'on n'a rien vu jusqu'à présent, parce que quand on est à 30 degrés du cycle, on ne voit rien. C'est la nouvelle lune, Jacques Albron. On ne voit pas ce qui se passe. On va commencer à voir les choses un peu plus. Mais si on va jusqu'au bout, on devrait dire, nous astrologues, que l'ère du Verseau commence dans 2200. Tout à fait. Exactement. Moi, c'est mon point de vue. Ah oui, moi aussi. Le parallèle des civilisations, de toute façon, il est très clair, très net. C'est étonnant comme. On n'est pas dans l'ère du Verseau. Non. On est là à la phase. Le son, la frange de gens en avant qui porte ces valeurs-là. C'est ça, exactement. On travaille pour qu'ils s'aiment dans ce sens-là. La tendance est porteuse, bien sûr. Il casse, tout ce qui est trop rigide s'en va, percute, chute. Excusez-moi de vous poser une question un peu idiote. Est-ce que vous pensez que l'histoire de 2000... qu'est-ce qui me disait l'histoire de 2012, on ne sait pas que ça va faire du tort à l'astrologie? D'un point de vue bassement événementiel, oui, en considérant qu'il puisse arriver ceci, cela, etc. Il y aura une petite chute de clientèle en 2013. J'ai l'impression. Comme il y a eu une petite chute en 2001. Il ne s'y passera pas effectivement des catastrophes absolument épouvantables, bien sûr que non. Même si il va y avoir des. Qu'est-ce que vous disiez, M. Griveaux? Que c'est comment? Vous pensez que ça va redorer le blason de l'astrologie, ou au contraire ça va les considérer encore plus? J'aurais tendance à dire ni plus ni moins. Ni plus ni moins, exactement. C'est une période plus d'éveil de conscience plus importante de chacun. Du point de vue du fond, de l'essence, c'est intéressant. C'est quand même le rayon mondial qui entre dans le signe mondial. Ça, c'est pas rien. Au sens où il n'y a plus nulle part où fuir, et tous les éléments faisant partie de la vie sont invités à objectiver leur présence participative à la vie au monde. Il n'y a plus de marginalisation qui tienne, ça on est censé le savoir. Alors qu'on parlait de ces choses-là il y a encore 30 ans. Ici, on parlait et ailleurs, fallait-il essayer de trouver des voies de traverse pour s'adapter à un monde qui dérivait un peu trop. Bref, aujourd'hui ce débat est dépassé, parce que maintenant au milieu de la rue on peut considérer l'éveil au regard de la rencontre entre deux personnes qui jamais ne se seraient autrefois rencontrées. À l'extrême, un SDF, un PDG. Bon, je caricature un peu. Oui. Alors qu'hier c'était pas pensable un seul instant. Et donc on a. Alors ensuite, quelle émergence, de quel type de gouvernance mondiale, entre guillemets, de quel occultisme s'agit-il? Les maîtres du monde venus d'ailleurs, reptiliens, ou bien plus initiés par en haut, enfin bon,
Voilà, ça c'est bien obscur tout ça, et il y a un peu à boire et à manger, donc tout ça, faut pas trop marcher dans sa vie, quoi. Non, bien sûr. Non, parce qu'autrement, on alimente. On voit bien depuis c'est que le plus Christ, là. il a su s'adapter Bien à sûr. des circonstances bien pires que celles d'aujourd'hui. Paganelli, dans son cycle de 2400 ans d'extrait des demeures philosophales, du mystère des cathédrales, nous prédit en fait l'entrée d'un nouvel âge d'or dans À terme, oui. Potentiel. Relativement aux époques historiques que nous connaissons bien. Voilà, de nouveaux potentiels, de façon de s'exprimer. Moins dégager des vastes contraintes derrière et autres. Il y a un peu de ménage à faire. Oui, encore, voilà, on va finir à améliorer le ménage et puis éradiquer le pire définitivement de manière évidente dans la conscience et dans le fonctionnement. Et là, il y a encore du boulot. Enfin, bon, ça progresse, mais non, c'est pas forcément pire qu'autrefois, à tout niveau, faut pas exagérer. Comme si on pouvait considérer occultement. Qu'est-ce que ça signifie? Ah, c'est le début, je vais pas vous faire un dessin. Non, mais, ah oui, d'accord, bon, ben. Maintenant, il ameute, voilà, les femelles, quoi, il appelle les femelles. D'accord. Et c'est tous les ans, c'est tous les combien? Ah, c'est tous les ans, Tous les de toute ans façon, mais c'est à peu près, là, c'est un petit peu tôt cette année. Cette nuit, dans quelle région? Partout, enfin. Ah, ben, dans la forêt de Pimpon. Ah oui, dans la forêt de Pimpon. Ah oui, parce qu'il y a du grand gibier là-bas. Oui, oui, mais moi je découvre tout ça, je sais pas. Oui. Donc ça fait partie des cycles de la nature. Bah oui, absolument. Voilà, oui. donc nous sommes aussi interdépendants. Oui. Et donc le brame du cerf, c'est. Donc là on a le masculin et le féminin. Donc le cerf, il va féconder des femelles. Oui, c'est ça. Il y a il faut combien de cerfs pour féconder toutes les femelles? Un seul? Ça dépend des cerfs. Non, mais il y a une sorte de. Quand vous dites le cerf, Il y a un mâle dominant. il y a un mâle dominant Voilà. qui va. C'est lui, normalement, qui, En fait, il suffit d'un seul mâle l'espèce. dominant pour perpétuer les. En fait, il suffit d'un seul mâle dominant et d'une trentaine de femelles, et puis c'est bon. Ouais. Bah, 30 déjà. Est-ce qu'il y a un seul. Est-ce qu'il y a du boulot? Pourquoi? Même s'il est, Pourquoi c'est compliqué pour lui? Ah bah oui, quand même. Oui, voilà. Déjà, une seule femelle, ça peut être compliqué déjà. Je comprends pas pourquoi on pourrait pas. Je comprends pas. Excusez-moi, je comprends pas pourquoi il ferait pas. Il engrosserait pas une femelle par jour différente. Ah non, mais ça après, moi personnellement, Je sais j'ai pas où est la pas vu. difficulté, Je sais comment il s'y prend, mais j'ai pas vu à quelle heure. On est dans un et- processus polygamique, et de quelle en tout cas. manière. Ah bah oui, Voilà, c'est ça qui est intéressant. chez le cerf, oui, c'est comme Oui. ça. Mais je crois que. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui détermine le brame du cerf? Est-ce que c'est une configuration cosmique? Ou c'est simplement une horloge intérieure? C'est quoi? Ou en l'occurrence, c'est annuel? Ou c'est le soleil? Parce que vous dites que c'est annuel. Si c'est annuel, c'est un retour solaire. Tout le règne vivant, de toute façon, comme nous, est influencé Voilà. par sa constitution. Voilà. Oui. Hein, notre corps physique est constitué Voilà. des mêmes minéraux oligoéléments qui constituent la Terre. Ben, les Oui, animaux, mais pareil, quoi. bon, ça c'est. Ça veut donc, pas dire là que aussi, l'astrologie. il y a des Ça veut pas dire que cycles, l'astrologie se réduise à ça. Hein, Ah non, on parle pas d'astrologie, là. les cycles que le cerf utilise ne sont pas forcément ceux que nous, les êtres humains, nous utilisons et nous avons mis en place. Parce que le cerf, il serait bien incapable de distinguer entre Pluton, Saturne et Jupiter. Oui, d'accord, mais parce que nous avons voulu nous déterminer des signes. Nous avons décidé à un moment que Oui. par nuit claire, lorsque Oui, nous absolument. voyons effectivement un certain nombre de Oui. points lumineux qui ont certaines Voilà, configurations, voilà, on a rajouté. voilà, nous avons effectivement Ben voilà. interprété que Oui. ça pouvait C'est ça. dire ceci et cela. Voilà, on a enrichi le système de basique. N'empêche qu'une personne qui n'a aucune conscience de cela, ça n'empêche qu'elle est quand même soumise au même cycle naturel que nous, peu En tant importe qu'individu- notre niveau de En conscience. tant qu'individu, Et donc, les oui, animaux, mais pareil. pas au niveau de l'espèce. Il y a des espèces, nous en tant qu'espèce, nous avons un héritage biologique, une généalogie qui nous fait être conscient ou subconscient de certains phénomènes qui ne sont pas ceux dont vont être conscients le cerf ou je ne sais quel autre animal. Non, mais pour moi, il y a quand même une différence entre ce que je ressens et que peut ressentir aussi bien un autre animal que ce que je peux interpréter parce que j'ai une conscience qui me permet, et j'ai un mental surtout, qui me permet effectivement de fixer des choses, de me donner des signes, des symboles, enfin d'interpréter, etc., etc. Donc, à votre avis, ce n'est pas l'homme qui structure son rapport au cosmos, il ne ferait que le comprendre. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, monsieur Rivaux. Je ne serais pas loin de dire Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est une position qu'on peut discuter, Bien hein, sûr, bien sûr. qu'on peut totalement discuter. Tout est négociable. ça. Oui, tout est négociable. Sur ce point, effectivement, moi, je de dirais- l'automne contractuel, tout est négociable. Voilà. Oui, non, mais l'idée, effectivement, que l'homme soit absolument irresponsable de l'existence des structures cosmiques et qu'il ne fasse
tout au plus que les identifier et en prendre conscience, s'y adapter. c'est une position que je rejette totalement. Hein. Je préfère le dire tout de suite. Je pense qu'au contraire, l'humanité a joué un rôle extrêmement important d'autodétermination, de mise en conformité au cosmos, en choisissant des modèles et des paradigmes cosmiques, et que c'est pour cette raison que je n'accepte pas, vous avez très raison, c'est pour ça que je n'accepte pas que tout ce qui existe astronomiquement fasse automatiquement sens au niveau astrologique. Parce que c'est l'homme qui choisit ce qui fait sens pour lui, et tout ne fait pas forcément sens. On n'a pas dit tout faisait sens. Non, on n'a pas dit ça. L'expérience du vécu allait nous dire et continue à nous dire ce qui fait plus ou moins sens, selon les cultures, les époques, les civilisations et les problématiques. Voilà. Ouais. Donc la question est de savoir ce qui fait. Alors comment peut-on trier? Alors voilà une question concrète. Comment peut-on trier parmi tout ce qu'on nous propose comme existant dans le champ de l'astronomie? Comment peut-on déterminer ce qui fait vraiment sens pour l'humanité? En faisant comme Jean 5 consultations par jour. Je ne pense pas que ce soit la solution. Merci, ça fait plaisir. Bon retour. Au revoir Alain Griveau. Merci de vous être rejoint à nous quelques minutes. Oui, bien sûr. De toute façon, déjà, vous allez avoir de vos propres nouvelles. Hein, vous allez vous voir. J'espère que ça vous servira au lancement de votre cabinet polyvalent. De toute façon, même si ça ne me sert pas, il me paraît indispensable, de toute façon, de se rencontrer, d'échanger sur nos pratiques. Surtout en nouvelle lune et parce que nous sommes tous des mondes. Chacun de nous est un monde à part entière. Par rapport à ça, aucun de nous ne détient la vérité absolue. Oui. Mais c'est bien de rencontrer des gens qui ont d'autres points de vue et de se dire, comme vous disiez vous-même, vous le disiez au téléphone très gentiment, vous disiez, ben oui, je viens dans un endroit, peut-être que je vais être amené à changer certaines représentations que j'ai des choses. Voilà, on a tous une vision du monde, mais qui est forcément changeante en fonction de ce que l'on vit dans notre existence. La taille de la forêt des océans, une rencontre. Découvrir, ou approfondir avec personne n'est seul et qu'il y a toujours à gratter, à échanger. Et qu'il faut progresser ensemble. Bien sûr. Parfois des simples réflexions. Comme vous dites, il faut savoir communiquer, et celui qui a raison mais qui ne sait pas montrer aux autres qu'il a raison, c'est dommage. Effectivement, il faut qu'il arrive. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des communautés qui savent reconnaître que quelqu'un a raison et que quelqu'un doit montrer le chemin, et dans d'autres communautés, cet instinct de reconnaissance du chef n'est pas aussi développé. Et donc à ce moment-là, elle continue à se disperser puisqu'elle n'arrive pas à se polariser. Le problème du milieu astrologique, c'est la susceptibilité personnelle de la plupart des gens qui n'acceptent aucune critique, qui quand ils se trompent le prennent comme un crime de lèse-majesté, comme une blessure d'amour-propre. Alors que quand on voit en matière scientifique, par exemple, les engueulades qu'avaient Planck, Heisenberg contre Einstein, alors qu'ils se battaient mais oui, pendant des il y a des gens affolés, oh là là, ils se disputent, c'est épouvantable. C'était toujours, cher ami, je pense que vous vous trompez sur toute la ligne, vous avez tort, et voici pourquoi. Oui, mais absolument, mais il faut, qu'on soit courtois ou pas, de toute façon, il faut le dire, il faut effectivement ébranler l'autre, ébranler les positions des uns et des autres, et sortir de ces réunions avec que certaines personnes se disent ah ben oui finalement c'est peut-être dans cette direction qu'il faut aller. Mais effectivement ce postulat sur lequel les structures cosmiques seraient déjà là et qu'il n'y aurait plus qu'à les découvrir, c'est un postulat qui va évidemment dans le sens qui va dans le sens de Nicolas, qui va dans le sens d'un système solaire qui a une signification globale, où tout élément a sa fonction. Bon, et là, à mon avis, c'est le grand tort de Nicolas de ne pas avoir montré l'exemple en disant, mais non, pas forcément, tout ce qui n'est astronomique n'a pas forcément d'application astrologique. Non, et lui, il a voulu que... ça d'une façon trop rigoureuse, ou du moins pas rigide, dans la mesure où il a, son étude structurelle l'amène à faire des choix relatifs, limités, d'ailleurs au corps principaux du système solaire avec le plus de Pluton, mais pas forcément tenir compte de X autres facteurs, sans ignorer leur existence bien sûr, ni négliger leur place relative peut-être, mais en faisant un choix préalable d'une approche qui tend à surtout mettre en valeur les facteurs très valorisants. Ce qui est un peu d'ailleurs un point commun avec
avec votre propre démarche qui met à fond l'accent sur 2, 3, 4, 5 facteurs ou votre astrologie quaternaire, solaire, Mars, Jupiter, Saturne, etc. et des lumières. Enfin, bon, c'est une démarche qui veut cadrer quoi, un certain matériau, quitte à éventuellement, si des facteurs très évidents émergent, autres à les étudier de plus près, à les tester. Non, mais puisqu'on parlait tout à l'heure de pédagogie de l'astrologie et de présentation de l'astrologie aux clients, c'est quand même important. Si on a envie à un moment donné d'esquisser quelque chose très rapidement sur la façon dont l'astrologie s'est constituée, il y a quand même plusieurs options qui sont quand même pas compatibles. Alors soit on dit effectivement, vous savez, madame, monsieur, l'astrologie, elle est issue de l'astronomie, elle donne sens à tout ce qui existe astronomiquement. Bon, si vous pensez que c'est payant de dire ça et que ça va intéresser la personne et en plus que ça va préparer à la consultation, moi je pense que c'est là que nous avons des modèles pédagogiques qui ne sont peut-être pas compatibles entre eux. Moi je pense qu'au contraire c'est important de dire que qu'il y a des fonctions qui ont démarré, c'est-à-dire que chaque être humain a une fonction, il n'est pas tributaire de l'ensemble du cosmos, il incarne, comme dirait Gauquelin, une fonction planétaire, et par conséquent, il ne va capter dans le cosmos que ce qui fait sens à cette fonction. Donc c'est-à-dire de la captation de la fonction en rapport avec ce que je suis, et de la même façon, au niveau cosmique, de ne capter dans le cosmos, de retenir du cosmos que ce qui peut faire sens, c'est-à-dire peut correspondre à ses besoins, aux besoins collectifs. Et quand on parle des besoins collectifs, quand on voit par exemple les cycles que nous utilisons dans la vie quotidienne au niveau des électorales, il n'y a pas, par exemple aux États-Unis, le grand cycle électoral c'est tous les 4 ans. Donc il n'y en a pas 36 000 des cycles. La vie politique s'organise autour de ce cycle de 4 ans. Vous voyez bien, on est dans le monocyclicité, on n'est pas en train d'avoir tous les mois des cycles et des recycles, etc. Et à mon avis, il faut conformer à l'astrologie. Moi je pense que cette théorie de la démocratico-constitutionnelle parlementaire, elle est quelque part, elle fait écho à l'astrologie. Et que par conséquent, l'astrologie doit se profiler sur les calendriers électoraux, non pas en choisissant le rythme en question, mais en choisissant la simplicité de ces rythmes. C'est-à-dire, tous les 4 ans, tous les 7 ans, tous les je sais pas quoi, voilà. Et à ce moment-là, on voit bien que si, imaginez que vous cherchiez à caser astronomiquement un cycle temporel, vous choisiriez 1 ou 2 configurations, et puis ça suffirait. Vous ne multiplieriez pas à l'infini le nombre de... Vous direz, ça ne me sert à rien. Ça existe astronomiquement, mais moi, ça ne me sert à rien. Et je crois que l'astronomie est le matériau dont l'astrologie s'est servie, mais elle l'a décanté, elle l'a structuré, elle l'a sculpté, et elle n'a pas à tout en conserver. Elle n'a pas à tout en prendre. Sauf la question de tout conserver ou tout systématiser du point de vue d'un sens à terme infinitésimal qui ne fait que compliquer l'étude. Trop d'infos tue l'info, comme dit l'adage. Mais sauf dans ce paradoxe dont je parlais tout à l'heure, à savoir que, effectivement, pour une astrologie hyper individuelle, l'utilisation intensive de l'astronomie n'est pas un problème. Puisque précisément, on va permettre d'entrer dans toute la complexité de l'individu, toute la complexité de son vécu, et à ce moment-là, on va rentrer dans ce que j'appelle l'astrologie palliative, c'est-à-dire comprendre mois par mois tous les problèmes, tous les traumatismes de la personne. On va avoir besoin d'un modèle extrêmement complexe qui va coller avec cette approche psychanalytique, palliative de la personne. Mais si en revanche on veut aller vers l'astrologie collective, là on a besoin de choses beaucoup plus simples. Oui, mais on peut utiliser aussi des facteurs catégorie 2, 3, 4, 5 en épluchant jusqu'aux faits divers semi-signifiants de l'existence, en utilisant à ces niveaux-là des énergies, des rayons plus spécifiques, beaucoup moins fondamentaux, effectivement. Donc moi j'en reviens à cette idée qui a émergé de façon synthétique pendant ce colloque, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement, il y aurait, on pourrait presque dire, une astrologie masculine collective, normative, et une astrologie féminine palliative et spécifique, voyez-vous, et que par conséquent, ces deux astrologies seraient à proposer. Et il faudrait savoir les gérer. Alors il y a peut-être des gens qui seraient plutôt formés à l'astrologie normative, d'autres qui seraient plutôt formés à l'astrologie palliative. Et il faudrait actuellement créer une école d'astrologie normative, parce que l'astrologie palliative elle est hyper développée,
mais l'astrologie normative, elle est sous-développée, et donc il faudrait créer une autre astrologie et demander ce qu'on pourrait appeler la double formation. C'est-à-dire la double formation, c'est-à-dire qu'on puisse proposer alternativement une astrologie hyper complexe au niveau psychologique, hyper complexe au niveau événementiel, hyper complexe au niveau prévisionnel, qui correspondrait effectivement à des personnes qui vont, au lieu de choisir la voie de l'intégration et de la simplification de leur moi, vont choisir au contraire la voie de donner complètement sens à tout ce qu'ils vivent, à tout ce qui leur arrive, et qui vont considérer ce qu'ils vont perdre au niveau de l'intégration sociale, ils vont le gagner au niveau de la richesse du vécu personnel. Ça s'appelle apprendre l'astrologie, ce que vous exprimez. Apprendre l'astrologie palliative. Non, ça veut dire adopter non plus un mode de consultation classique, mais ça veut dire former un élève en astrologie. Oui, mais il faudrait le former dans ces deux... moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait le double discours, absolument, en permanence, qu'il y ait un double discours. Vous avez le choix entre prendre une consultation auprès d'un praticien dont c'est le métier, ou apprendre l'astrologie, c'est-à-dire auprès d'un formateur dont c'est aussi le métier. Non, parce que la consultation, la thérapie normative, c'est aussi une thérapie qui peut justifier aussi un traitement, mais un traitement inverse. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un traitement convergent et centripète. Dans l'autre cas, il s'agit d'un traitement centrifuge. Non, mais moi, le mot thérapie me choque, tour de bras. Quand quelqu'un est sorti de mon cher ami, en aucun cas ne peut se limiter à une thérapie. Ça me paraît complètement stupide. Je veux dire, c'est comme si on me dit l'énergie nucléaire, ça sert qu'à soigner les cancers. Ah non, pas vraiment. Écoutez, mon cher Christophe de Seine, personne n'est complètement parfait. Tout le monde a à faire un progrès. Et effectivement, de toute façon, tout individu ignorant les normes que l'astrologie lui propose est forcément en décalage par rapport à ces normes, peu ou prou. Donc soit il n'est pas trop en décalage, et à ce moment-là on engage un processus normatif d'intégration dans les structures astrologiques, soit il est tellement en décalage qu'à ce moment-là on nous propose une autre astrologie qui elle est une astrologie de complexification, de précision, de détail, et qui va correspondre, mais qui est un reconnaissance d'un échec probable de tout processus de normalisation de la personne, et par conséquent de dire, bon ben tant qu'à faire... Non mais... écoutez, prenons l'expression soins palliatifs au sens médical du terme. Quand vous allez dans un hôpital, soit la personne est soignable et curable, et à ce moment-là, on va la rétablir dans un état normal, soit on considère que son état est désespéré, et à ce moment-là, on passe aux soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on dit, on ne va plus chercher à la replacer dans une normalité quelconque, on va la faire accepter, on va l'aider à accepter son vécu, sa complexité, ses traumatismes, et puis voilà. La partie est jouée et perdue, parce que... Elle est palliative. Considérée qu'elle n'est plus réintégrable socialement voilà. du point de vue normal. Ben voilà, exactement. Bon, okay. Exactement. D'approfondissent. Ben voilà, absolument. Il y a des personnes qui sont effectivement des cas qui, pour des raisons diverses, ne sont pas récupérables. Et à ce moment-là, il y a une astrologie qui est parfaitement appropriée. La question, justement, c'est de ne pas jeter quoi que ce soit de l'astrologie. Là, on ne jette rien. Là, moi, justement, ma proposition ne jette rien. Je ne jette rien. Parce que je dis, de toute façon, si ce n'est pas acceptable au niveau de l'astrologie normative, ça sera toujours au niveau de l'astrologie palliative. Oui, d'accord. Donc, tout le monde est content. Donc, je dis, de toute façon, tous les travaux de complexification de la grille astrologique, des cycles astrologiques, du thème astral, sont toujours intéressants au niveau palliatif. Mais ils sont contre-producteurs et contre-productifs au niveau normatif. Justement, ils peuvent orienter, par exemple, le social. Un exemple simple, ici on est au Bacchus. Donc, considérons par exemple un problème social de débit de boisson ou de législation sur l'alcool ou sur la question de l'alcoolologie, par exemple. Donc, vous pouvez utiliser la série de Bacchus et trouver en résonance aussi avec Jupiter ou Saturne, ou être placé très fort dans un thème de lunaison ou d'équinoxe ou de solstice pour la France, par exemple, comme pays, si c'est au niveau national, ça fonctionne ainsi, tout à fait. Mais c'est une information de niveau 3 ou 4, effectivement, par rapport à des questions centrales, enfin, plus essentielles de société plus large, d'accord, mais ça n'est pas forcément négligeable, ça dépend. C'est relatif. Et ça précise. Si la personne n'a rien à voir avec ça, s'il n'y a aucun problème sur ce plan-là, ou si ça ne l'intéresse pas, bon, évidemment que ça va être considéré comme non signifiant. Ou si elle n'est pas en train de refaire
cuisine Bacchus ou si elle n'est pas intéressée par la gastronomie aussi. Oui, il y a des résonances, il y a une grille de lecture. Mais le Si elle palliatif, n'est le pas palliatif, pas faire des extases par exemple, la personne qui n'est pas capable de vivre une cyclicité simple et qui n'est pas capable de vivre le processus de comme ça recentrage, redéveloppement, etc., qui est capable de se remettre en question et de revenir au principe pour redescendre, bon, à ce moment-là, celle-là, elle n'a pas cette dynamique cyclique, il lui manque une dynamique cyclique qui est un signe, un symptôme de traitement. Dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, la personne, il y a un changement de paradigme. Il y a deux paradigmes dans l'astrologie, qui traversent l'astrologie. Soit le paradigme de la cyclicité et de la récurrence, ou le paradigme de la complexification infinie. Effectivement. Et on est en train actuellement de renoncer au paradigme de la récurrence avec des cycles simples pour aller vers le paradigme d'une astrologie qui est tout le temps tendue dans une sorte de fuite en avant vers une complexité, vers une intégration de facteurs toujours de plus en plus nombreux. Et c'est ça aussi. D'accord, c'est un point de vue. Et ces deux paradigmes cohabitent, effectivement. Le paradigme récurrent serait plutôt de l'ordre de la normativité, et le paradigme palliatif de cette espèce de complexification exponentielle qui également existe dans le milieu astrologique. Donc le milieu astrologique, il est porteur de deux, tout comme d'ailleurs le milieu médical. Oui, parce que le milieu médical aussi, il a pris conscience de cette dualité. Le milieu médical aussi, la maladie, il a rétablir la santé. Le milieu médical a compris aussi qu'il y avait des cas où il fallait rentrer dans la norme, dire quelqu'un a un problème, je le rétablis, et puis quelqu'un n'a plus de et depuis quelques décennies, qu'il y a des cas où où le rôle du médecin n'est plus ça, n'est plus curatif. Il est simplement d'aider à la personne à souffrir le moins possible et d'accepter le mieux possible son état. Eh bien, je pense que cette dualité qui est propre au milieu médical, elle est également acceptable dans le milieu astrologique. Aux astrologues, en quoi ils ont changé après une pratique de 20 ans, c'est ça. En quoi ils ont changé leur conception de l'astrologie. En quoi ils se sont dit que vous avez amorcé ça tout à l'heure. Et j'aimerais beaucoup en fait avoir les réponses des praticiens, des gens qui ont la bouteille, qui ont 20 ou 30 ans de métier.